Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l'Isère et présidente de l'ANEM. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Sur 10 députés en Isère, 9 sont en marche. Une seule socialiste. Elle a sauvé son poste à l'issue d'un scrutin qui semblait pourtant très défavorable. Et elle siège aujourd'hui à l'Assemblée dans un groupe plus que clairsemé. Heureusement, sa présidence de l'Association des élus de la montagne lui offre une tribune stratégique pour évoquer notamment les questions cruciales d'aménagement du territoire. La montagne, fragile et souvent très loin des préoccupations parisiennes. On en parle avec Marie-Noëlle Battistel. On va commencer par un petit retour en arrière, puisque la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était à l'occasion des élections législatives, de la campagne. Un scrutin pour lequel vous avez créé la surprise au second tour. Je le disais, vous avez été la seule socialiste sortante en Isère à sauver son siège dans la déferlante En Marche, avec même une impressionnante remontada au second tour. Oui, effectivement, la mobilisation d'entre-deux tours a été forte, au-delà des courants politiques. Et c'est une vraie victoire collective qui m'oblige encore davantage. Comment vous l'expliquez, cette remontée 19% au premier tour, 54% au second tour? C'était inespéré. Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, le nombre de parlementaires issus de la majorité était assuré de manière très importante, ce qui a peut-être donné une vision aux électeurs un petit peu différente. Une manière d'équilibrer un petit peu et d'avoir des voix d'opposition qui s'expriment dans l'hémicycle. Et puis, je pense que le travail de terrain, notamment ce que vous évoquiez sur le travail sur la montagne, les questions d'énergie, ont fait que beaucoup ont reconnu le travail que j'avais pu conduire. Et c'est un peu une petite fierté que de cette reconnaissance et qui a conduit à une mobilisation un peu inattendue entre deux tours que moi-même je n'attendais pas vraiment et qui a fait que cette élection a été peut-être la plus belle, la plus difficile, mais la plus belle. La spécificité de cette élection, sur la 4e circonscription de l'Isère, je ne l'ai pas dit, c'est que vous vous retrouviez en concurrence avec votre ancien suppléant, Fabrice Hugelet, le maire de Cessin, qui a donc été battu. Quels sont vos rapports aujourd'hui sur la circo ? On se croise évidemment sur les différentes manifestations, notamment sur sa commune. Donc nous avons des rapports tout à fait cordiaux de députés et de maires. Voilà, c'était effectivement une particularité, je crois, unique en France. Et peut-être que ça a aussi joué un peu dans l'entre-deux tours où certains ont estimé que son attitude n'avait pas été correcte et se sont reportés peut-être davantage sur moi. Je le disais, vous êtes la seule parlementaire non En Marche de l'Isère. Quel rapport vous avez avec les autres députés du département ? Voilà, on ne s'est pas encore beaucoup vu parce que... Dans le TGV un peu, vous voilà, croisez, un petit peu dans le TGV, ce n'est pas l'endroit où on échange le plus, mais au travers des commissions. Et c'est vrai que dans la commission où je siège, les affaires économiques, j'ai Monique Limon qui est également dans cette commission et puis notre parlementaire du Nord. On a des rapports tout à fait cordiaux, comme tous les parlementaires qui siègent évidemment à l'Assemblée. Mais c'est une particularité parce que l'équilibre est très déséquilibré, si je puis dire. Nous avons une très très forte majorité et puis nous avons un tout petit groupe. Nous étions plus de 300 et nous sommes aujourd'hui 31. Donc ça fait 10% de ce qu'il était hier. Oui, une ambiance un peu spéciale avec ce groupe PS qui s'appelle Nouvelle Gauche maintenant, qui est complètement décimé, 31 parlementaires, vous le disiez. Le départ de l'un des vôtres au gouvernement, Olivier Dussopt, qui était député dans votre groupe, qui a accepté une mission ministérielle à l'action et au compte public, donc quand même un poste clé. Comment vous l'avez vécu ? Bon, j'avoue que j'ai été très affectée par ce départ parce que Olivier est un très bon ami avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment moi en tant que président de l'Association nationale des élus de montagne et lui en tant que maire président des maires de petites villes de France. J'ai un Ardéchois, donc c'est pas très loin. Voilà, et puis sur les sujets qui touchaient au milieu rural et au milieu de montagne, nous portions ensemble les mêmes amendements, notamment dans le cadre de la loi de finances 2018. Et nous avons été tous très surpris et affectés un peu personnellement. Bon, voilà, c'est son choix. C'était un proche plutôt de Benoît Hamon. C'est encore plus difficile à comprendre, du coup. Oui.
Vous n'en avez pas parlé avec lui? Vous n'avez pas eu l'occasion depuis Non, qu'il est... on n'a pas eu encore trop l'occasion d'échanger à ce sujet, mais bon, après, les choix appartiennent aux personnes. Et voilà, sa suppléante, par contre, siège avec nous dans le groupe Nouvelle Gauche. Vous étiez vous aussi maire d'une petite commune, la Salon-Beaumont, un mandat que vous avez dû abandonner pour ne pas cumuler, pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Ça a été un crève-cœur? Oui, ça a été un crève-cœur parce que je pense que le mandat de maire, c'est vraiment celui qui est de proximité, celui avec qui on a tissé des liens avec la population, des liens forts, où on a construit, changé, modifié le visage d'une commune. Et ça a été très difficile. Vous étiez maire depuis 20 ans. Hein, Presque pourtant, 20 ans, oui. Vous l'avez voté, cette loi sur le non-cumul? Oui, mais j'ai porté ma voix pour dire que j'aurais souhaité deux choses. Soit qu'on autorise à rester maire d'une petite commune, bon, en dessous de 500 ou 1000 habitants, il fallait trouver le juste équilibre. Soit qu'on interdise d'être totalement autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas être maire de la Salon-Beaumont, mais je peux tout à fait être conseillère départementale ou conseillère régionale, ce que je trouve complètement aberrant. Donc il fallait aller plus loin. Donc je l'ai dit pendant les débats, je n'ai pas été entendue, on n'est pas toujours entendu, même lorsqu'on est dans la majorité. Bon, à l'Assemblée nationale, vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires économiques. C'est un poste clé qui donne effectivement la possibilité de peser, puisque vous êtes dans le bureau du coup de l'Assemblée. Vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances hommes-femmes. Et puis vous êtes aussi présidente de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne, depuis octobre 2016. Une mission à laquelle vous tenez particulièrement. Vous dites « Ma spécialité, c'est la défense de la montagne ». Alors, mes spécialités sont la défense de la montagne et les questions d'énergie et d'économie auxquelles je tiens particulièrement, et vous le savez, notamment sur le sujet de l'hydroélectricité. Mais le combat de la montagne, je pense que c'est un très beau combat parce qu'il réunit, au-delà des courants politiques, et c'est un peu mon tempérament, tous les parlementaires, qu'ils soient issus de droite, de gauche, En Marche, c'est un peu plus difficile aujourd'hui, mais parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi, il faut qu'ils apprennent pour défendre la montagne, à désobéir au gouvernement. Moi, j'ai désobéi pendant le mandat précédent au gouvernement, et si nous n'avions pas désobéi, si nous n'aurions probablement pas obtenu la loi montagne, avec ce qu'elle peut apporter au territoire de montagne, notamment dans le cadre de la reconnaissance des spécificités montagnardes. Mais il faut remettre le couvert constamment, parce que ce n'est pas instinctif. Dans chacun des textes, on le voit, il y a toujours un petit article qui va encore une fois créer l'écart et défavoriser les secteurs de montagne. Donc il faut y être, il faut être attentif, il faut exercer une veille législative importante, et puis rappeler que dans cette loi, il y a l'article 8 qui dit très clairement qu'il faut reconnaître la spécificité de montagne et le droit à l'adaptation des dispositions générales. Et pas plus tard que cette semaine, en commission des affaires économiques, nous avons examiné le texte de loi du transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités, qui devient obligatoire par la loi NOTRe au 1er janvier 2020. Et donc, nous avons soutenu le fait qu'il fallait laisser le choix aux petites communes, parce que c'était pas opérant et en tout cas pas économe du tout de faire ce transfert de manière obligatoire. Je pense que nous obtiendrons gain de cause mardi soir en séance, puisque ça passe en séance et que nous avons trouvé une solution intermédiaire. Donc les petites communes, de montagne en particulier, auront la possibilité de continuer à gérer les questions d'eau et d'assainissement sur leur territoire, le regroupement étant incohérent, parce qu'en montagne, parfois les communes sont très distantes. Elles sont très distantes, et puis il y a plusieurs bassins versants où l'eau n'arrive pas. Difficile d'avoir des équipements communs. Donc on ne peut pas optimiser, ou très peu optimiser, et ça conduit inévitablement à un surcoût. Et là, j'avoue que les collègues urbains ont du mal à comprendre cette spécificité. Ils disent oui, mais quand on met ensemble une compétence, forcément on fait des économies. Ben non, pas forcément. Oui. Il faut les inviter au fin fond du Beaumont ou du Trièves. Voilà, donc je pense qu'ils viendront en tour. En tout cas, la ministre Gourault, qui était d'ailleurs aujourd'hui sur notre département, a entendu, elle avait d'ailleurs voté lorsqu'elle était sénatrice ce texte qui avait été proposé sur l'optionnalité, a entendu, une mission lui a été confiée par le Premier ministre à laquelle j'ai participé, et nous avons trouvé une solution d'équilibre sur une minorité de blocage qui, je pense, va satisfaire à peu près 90% des communes de France. Le bon sens va l'emporter.
J'espère. Mais tant que ce n'est pas voté, on ne peut pas dire. On reviendra sur ces spécificités montagne dans un instant. Le plan loup, c'est un sujet, pour le coup, ça qui fait débat et qui fait l'actualité dans nos zones de montagne, la cohabitation avec le prédateur. Le nouveau plan loup courra de 2018 à 2023. Une enquête publique s'achèvera ce lundi 29 janvier. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, veut réussir à concilier une augmentation du nombre de loups en France et la préservation des troupeaux. Vous vous dites, c'est difficile de trouver un point d'équilibre en ménageant à la fois la chèvre et le chou, j'allais dire, mais le loup et les troupeaux. Si, on peut trouver un point d'équilibre, mais le plan loup, tel qu'il est fait aujourd'hui, ne trouve pas ce point d'équilibre. Il est d'une part, je pense qu'il ne satisfait personne, à la fois les défenseurs de l'espèce et à la fois les agriculteurs qui ont subi des attaques régulières, notamment sur les massifs de ma circonscription pendant tout l'été et cet automne. Des attaques qui se rapprochent de plus en plus des habitations. Et puis également des attaques de chiens de berger sur les randonneurs qu'il faut aussi gérer. Donc on a aujourd'hui des agriculteurs qui sont en pleine détresse parce que chaque matin ils se demandent combien de bêtes ils vont retrouver égorgées sur leur pâturage. Et puis d'autre part, les élus, les maires qui sont confrontés à la sécurité publique avec ces attaques et qui sont amenés à fermer des sentiers de randonnée l'été dans nos pâturages. Ce qui est quand même assez, sur un territoire touristique tel que le nôtre, c'est pas possible. Donc c'est très anxiogène pour chacun d'entre eux d'entendre dire on a 360 loups aujourd'hui, selon les chiffres officiels, et demain, il y en faut 500 pour assurer la pérennité de l'espèce. C'est Nicolas Hulot qui, effectivement, fixe cet objectif. Voilà, moi, je l'ai rencontré personnellement sur ce sujet. Nous avons été reçus en petit groupe à Matignon 2 fois, à l'Élysée 2 fois, pour essayer de trouver une solution et de se faire entendre. Et je crois que nous ne sommes pas entendu et que nous allons passer, si le 29, le plan est écrit tel que celui-ci, à des mesures différentes et qui seront portées avec les fédérations d'agriculteurs et les maires des communes et les départements concernés. Parce que 500 loups, ce n'est pas tant le nombre qui pose problème, c'est la concentration dans certains massifs. Et on voit aujourd'hui la constitution de meutes qui n'était pas là il y a assez peu de temps. Donc quand il dit la pérennité de l'espèce est mise en danger s'il n'y a pas 500 loups, moi je réponds, au regard des attaques qu'on a connues dans nos territoires, je constate que quand même la vitalité de l'espèce est là. Donc, voilà, donc vous demandez plus d'abattage, l'autorisation de prélèvement, c'est ça ? L'autorisation de prélèvement dès lors que les attaques deviennent insupportables pour les territoires et mettent en péril le pastoralisme, qui, je le rappelle, le pastoralisme, c'est quand même de l'économie locale, de l'emploi et aussi de l'entretien de l'espace. Mais Nicolas Hulot, il vous répond, on peut très bien arriver à 500 loups en France si on renforce les mesures de protection des troupeaux. Oui, mais renforcer les mesures de protection des troupeaux, ça revient à dire plus de loups, plus de patous et de bergers d'Anatolie et plus de risques sur les promeneurs, sur les promeneurs, etc. Et donc l'équilibre n'y est pas. Alors, si on pouvait dire il y a 500 loups en France, sauf ils sont répartis de manière très équitable sur l'ensemble des départements. Voilà, mais vous imaginez bien que ce n'est pas sur le département de l'Île-de-France qu'on aura les loups. Enfin, ça sera forcément dans le département de l'Isère, de l'Aveyron et de la Savoie. Il y a, une autre question qui se pose depuis quelque temps, c'est ces fameux loups hybrides. Certains élus, je pense au maire de Chichiliane, avec des éleveurs, ont fait des analyses indépendantes en Allemagne qui montreraient que certains nombres de loups ne sont pas vraiment des loups protégés par la Convention de Berne, mais sont des loups hybrides. Oui, alors il y a 2 choses. Alors déjà, le loup hybride, c'est pas très clair dans la Convention de Berne qu'il soit exclu du dispositif de protection. Ça, c'est pas, quand on lit de manière très précise la Convention de Berne, on ne voit pas vraiment ça. Deuxièmement, il y a effectivement cette incertitude sur la pureté de la race et l'hybridation. Donc il y a les résultats de l'ONCFS que nous avions demandé à ce qu'ils soient publiés, ça a été fait, qui disent qu'il y a à peu près 5 à 6% d'hybridation sur l'espèce. Et il y a en contrepartie, en parallèle, ces analyses qui ont été faites par un cabinet allemand qui disent qu'il y en a énormément plus. Après, il faut mettre peut-être en parallèle la méthode d'analyse, les critères utilisés. Donc je pense que c'est un travail à faire pour qu'on perce vraiment cette question-là, qui peut se retourner aussi dans les 2 sens. Parce que si on ne sort pas, si les loups hybrides ne sont pas sortis de la Convention de Berne, de toute façon, on se retrouve avec la même question, peut-être même plus compliquée, puisque
peut-être qu'un jour on dira à l'éleveur, c'était pas un loup, c'était un chien, donc vous n'êtes pas indemnisé. Donc il y a toute cette question où il faut vraiment travailler en concertation, et je pense qu'il faut effectivement mettre en parallèle ces analyses et puis trancher et dire effectivement il y a tant d'hybridation, et s'il y a tant d'hybridation, sortons-les de la conversion de Berne. Toujours est-il que le plan loup tel qu'il est aujourd'hui, vous nous dites ça ne convient pas, c'est anxiogène, et si ça reste comme ça, on se mobilisera avec les éleveurs. Oui, parce que l'équilibre n'est pas trouvé. Même s'il y a des mesures d'accompagnement qui vont dans le bon sens, notamment la prise en charge du salaire des bergers, et puis des allègements dans la conditionnalité de l'aide. Et voilà. Sauf que ça ne résoudra pas, je pense, les problèmes qu'on a eus cet été sur nos territoires. 10 000 brebis tuées en 2016, une indemnisation de 3 200 000 euros qui a augmenté de 60% depuis 2013, donc en 3 ans. Autre sujet qui concerne la montagne, la couverture en téléphonie sur les zones blanches, téléphonie mobile. Alors ça, c'est une revendication de longue date de l'ANEM. Ça y est, les zones blanches vont être résorbées. Vous avez été entendu et c'est Emmanuel Macron qui vous a entendu. Oui, donc il nous a entendu maintenant qu'il est président. Il nous avait un peu moins entendu lorsqu'il était ministre. Mais moi, je me réjouis effectivement qu'on prenne à bras-le-corps cette situation qui devient inacceptable sur l'ensemble du territoire. On disait avant, il y a l'impatience numérique. On est arrivé à l'exaspération numérique sur des territoires. Ça fait l'objet de forts débats dans la loi montagne où on a rappelé inlassablement qu'on n'arriverait pas à obtenir cette couverture partout en France tant qu'on ne renégocierait pas les licences avec les opérateurs. Parce que les objectifs qu'on leur avait fixés, ils les avaient atteints. Ils avaient même été au-delà. Donc comment dire à des opérateurs ? Il faut faire plus, oui, il faut faire plus, sauf que j'ai déjà respecté mon contrat. Donc il fallait renégocier ces licences. Là, on est sur de l'anticipation à la renégociation, donc c'est une bonne chose. Il y a un avancement de 2 à 3 ans sur les objectifs de couverture, donc moi je me réjouis. Et à l'ANEM, nous faisons depuis 2 ans un comité de suivi avec les opérateurs, l'ARCEP et l'Agence du numérique, où je les reçois tous les 3 mois pour faire le point sur l'évolution de la couverture en secteur de montagne. Donc je les reçois la semaine prochaine et je verrai si sur nos territoires isérois, cela a avancé. En tout cas, les opérateurs ont été mis au pied du mur, les 3 opérateurs historiques, donc Bouygues, SFR et Orange, 3 milliards d'euros d'investissement. En échange, ils conserveraient leurs autorisations d'exploiter les fréquences. Finalement, Emmanuel Macron fait aujourd'hui ce que François Hollande n'a pas fait hier. Sur ce sujet. Il n'a pas eu le temps de le faire. La loi montagne, c'était fin 2016. Mais encore une fois, je sais reconnaître quand les choses vont dans le bon sens. C'était d'ailleurs une de mes promesses de campagne de voter les textes qui allaient dans le bon sens et de m'opposer évidemment à ceux qui me paraissaient contraires aux valeurs que je porte. Bon, les 3 opérateurs devront a priori fournir 5000, je crois, c'est 5000 antennes relais chacun pour pouvoir réussir à couvrir ces zones blanches sur lesquelles donc, on ne réussissait pas à avoir... Pylône, c'est à peu près 100 000 euros selon les territoires. Bien moins en milieu urbain et bien plus en milieu montagne. Évidemment. Alors précisément, cette spécificité montagne, j'aimerais qu'on y revienne. Cette reconnaissance, je le disais en introduction, c'est un combat permanent. On a l'impression que c'est difficile de porter dans les salons parisiens la spécificité montagne. Pourtant, les lois ne s'appliquent pas de la même façon et ne doivent pas s'appliquer de la même façon quand on est en zone de plaine ou quand on est au fin fond du Trièves ou de la Matésine. Alors, elles ne doivent pas s'appliquer de la même façon parce qu'on a introduit dans la loi montagne, à l'époque, je crois que c'était l'article 2, aujourd'hui c'est l'article 8, cette spécificité, cette reconnaissance et ce droit à l'adaptation, à l'expérimentation. Encore faut-il qu'il soit... que les décrets d'application soient bien sortis. Donc, j'étais rapporteur de la mission d'application de la loi il y a un mois où j'ai rendu mon rapport. Donc, à peu près la moitié des décrets d'application sont ressortis. Une autre moitié est en cours d'arbitrage. Donc, une fois que tous les décrets seront sortis, qu'ils correspondent bien à l'esprit du législateur, on devrait pouvoir obtenir à chaque fois une dérogation. Sauf que les gouvernements passent, les parlementaires aussi, l'administration reste et elle est quelquefois assez rétif un peu têtu ou un peu amnésique. Entendre les dérogations qu'on a obtenues
de manière des fois très difficile dans l'hémicycle, et essayer de revenir un petit peu. Mais bon, voilà, il faut pas se décourager, il faut être pugnace et rappeler à chaque fois. Que le grand public comprenne bien les règles, par exemple, de maintien de classe en secteur rural, Voilà, par exemple. de nombre de pharmacies, de présence médicale, enfin tout ça, ça Oui, doit le être... seuil de fermeture de classe, par exemple, la règle c'est 28 élèves. Quand on est en montagne, on peut garder des écoles avec 13, 14 ou 15 élèves, parce que lorsqu'on ferme une classe dans une école de montagne, on ferme l'école, parce que c'est la dernière classe. Et c'est pas du tout la même chose que quand on regroupe un petit peu en milieu urbain. Alors c'est moins entendu ou c'est pas suffisamment entendu. On constate quand même que ce renouvellement législatif a conduit quand même à avoir beaucoup plus de parlementaires urbains qui ont l'expérience de vie puisqu'ils vivent en ville et qui sont peut-être un peu plus éloignés des problématiques rurales et montagnes. Donc à nous, justement, de leur expliquer, de leur montrer que tout n'est pas aussi simple que sur le papier. On a fait le procès à Emmanuel Macron aussi d'être le président des villes, des grandes agglomérations et un peu moins des territoires ruraux. Oui, je pense que son parcours de vie fait que, effectivement, il a plutôt vécu en ville plutôt que dans un village de 350 habitants comme moi. Et vous sentez du coup qu'il y a besoin de prêcher la bonne parole auprès de ces nouveaux élus ? Il y a besoin de rappeler sans cesse qu'il y a des différences dans l'application de la loi en ville et dans les... Alors pas pour toutes les lois, mais il y a un certain nombre de dispositions qui sont difficilement applicables dans nos secteurs. On pense par exemple au transport. Quand on voit par exemple les taxes sur le diesel, elles pénalisent un peu plus les zones rurales parce qu'on a moins de transports en commun, parce que la voiture est quand même indispensable. On n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix, on est bien obligé d'avoir une voiture. Et là, avec l'augmentation qu'il y a eu, c'est quand même aussi du prix du carburant, ça impacte évidemment davantage le milieu rural et de montagne. Vous êtes monté au créneau, le groupe socialiste a l'intention de monter au créneau sur ces questions-là ? On a évidemment fait part de la disparité une fois de plus sur l'impact des mesures qui touchent nos habitants par rapport aux urbains. Vous avez suivi peut-être les vœux du président au monde agricole cette semaine. Il est venu dans notre région, en Auvergne. L'agriculture est une clé de notre avenir. Or, elle est aujourd'hui à la croisée des chemins, a dit le président. Et il a invité les professionnels à changer de modèle pour privilégier la qualité et l'ouverture sur le monde. Est-ce que ça vous semble un message facile à porter pour un agriculteur, par exemple, de la Matésine ou de l'Oisans ? Ça fait suite aux états généraux de l'agriculture qui avaient été mis en place. J'ai moi-même, sur ma circonscription, organisé 2 ateliers sur ces thématiques avec à la fois des agriculteurs, des transformateurs, des distributeurs et puis des citoyens consommateurs. Des ateliers qui ont été d'ailleurs très riches en force de proposition et que j'ai évidemment transmis à la Commission des affaires économiques pour que ça figure dans les synthèses que nous avons rendues jeudi matin. C'est très frais puisque j'ai présidé la Commission des affaires économiques jeudi matin et c'était la restitution des ateliers pour une partie. Le projet de loi issu de ces États généraux doit être présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. On verra effectivement ce qui est repris et pas. Ce qui est repris de ces ateliers, et puis on sera évidemment force de proposition dans ce qui ne sera pas repris. Parce que c'est, une fois de plus, pas aussi simple que ça. Parce que l'agriculture de plaine, la Beauce, ou l'agriculture de la Matésine, c'est pas tout à fait la même chose. Le juste prix n'est pas le même prix pour tout le monde. Il y a aussi la contractualisation. On voit bien que les producteurs, les éleveurs, ils sont d'un secteur très éclaté. Les distributeurs sont d'un secteur très regroupé. Donc, les négociations sont déjà très inéquitables à la base. Donc, il faut aussi qu'on arrive à faire un cadre général. Alors, on appelle ça le guide de bonne pratique. Bon, voilà, c'est les bonnes intentions. Maintenant, il faut peut-être qu'on légifère pour qu'il y ait un cadre général qui impose un certain nombre de règles au début de la négociation. Donc voilà, moi je ne faut pas compter que sur la bonne volonté des uns et des autres. Je reste optimiste que cette restitution et tout ce travail qui a été engagé pendant 3 mois puisse figurer dans ce projet de loi et nous y serons bien sûr très attentifs. Marie-Noëlle Battistel, vous évoquiez votre spécificité également liée à l'hydroélectricité.
Cette semaine, s'est encore posée la question de l'avenir de General Electric Hydro à Grenoble. Vous avez accompagné lundi dernier Delphine Batho, l'ancienne ministre socialiste, à l'usine de Grenoble, évoquant le plan social, 345 suppressions de postes envisagées. Elle a évoqué un véritable crève-cœur. On l'écoute et on en reparle. Je reviens ici aujourd'hui, 5 ans après avoir, comme ministre de l'Énergie, inauguré le centre de recherche de Alstom Hydroélectricité à Grenoble, le 1er février 2013. Et je me souviens très bien des discours que j'ai prononcés, mais pas seulement moi, ce jour-là, sur l'importance de toutes les technologies de l'hydroélectricité pour la transition énergétique, sur l'importance de l'hydraulique pour le stockage, qui est l'avenir, et sur tous les savoir-faire industriels en fait, qu'on a dans ce site, qui a une longue histoire, qui est liée à la grande épopée de l'hydroélectricité. Et en fait, ce qui est un crève-cœur, c'est qu'on n'est pas capable de construire à partir de ces pépites des fleurons industriels européens, alors qu'il y a un potentiel énorme. Alors, on va revenir sur le potentiel, mais avant ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, chacun est un peu résigné sur cette affaire des 345 suppressions d'emplois. Le combat, il n'est plus finalement pour sauver ces emplois. On a l'impression que l'objectif maintenant, c'est d'obtenir le plan social le moins défavorable pour les salariés concernés. Oui, je crois qu'on a tort. On a tort parce que Delphine Batho le disait à l'instant, il y a un fort potentiel de développement et d'augmentation du plan de charge de cette entreprise. On est quand même dans le berceau de l'hydroélectricité. On a, dans la loi de transition énergétique, fixé des objectifs très ambitieux, la réduction du nucléaire et la montée en puissance des énergies renouvelables qui sont des énergies intermittentes, qui ont besoin de cette capacité de stockage qu'est l'hydroélectricité. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir, voire développer cette activité. Alors, qui est dans un moment un petit peu compliqué, puisque en parallèle, nous avons cette menace qui plane sur les hydrauliciens de la mise en concurrence des ouvrages hydroélectriques, qui freine évidemment les investissements. Et lorsque ces investissements sont freinés, le carnet de commandes de GI se remplit pas, évidemment. Donc moi, je travaille depuis 5 ans à faire la clarté sur cette question de remise en concurrence et d'obtenir le renouvellement des concessions le plus rapidement possible avec les outils que nous avons mis dans la loi de transition énergétique. Et là, il y a 3 milliards qui sont dans les cartons de travaux des différents hydrauliciens français qui peuvent démarrer rapidement. Mais quand vous interrogez Nicolas Hulot sur ces questions-là, il n'est pas convaincu comme vous sur ça? Alors, je l'ai interrogé il y a à peu près un mois. Voilà, c'était à la fin de la session dernière. Alors, je pense qu'il est convaincu de l'hydroélectricité comme étant une énergie verte et renouvelable à 100%, mais de son atout majeur, de sa place majeure dans le mix énergétique de demain et de la nécessité d'avoir la maîtrise publique, je ne crois pas. Il est plutôt à se dire on ne pourra pas dire toujours non à l'Europe. Moi, je lui ai répondu, si, monsieur le ministre, je vous demande de dire non à l'Europe. Vous avez les outils dans la loi de transition, vous n'avez qu'à faire appliquer la loi sur ce dossier-là. Et il y a un certain nombre d'ouvrages en délai glissant aujourd'hui, donc qui sont arrivés à échéance, qui peuvent être renouvelés et dont des travaux peuvent démarrer tout de suite. J'étais ce matin pour fêter l'ouverture la fin du travail du tunnelier sur le chantier de Gavet, Romanche-Gavet. C'est un exemple parlant. Vertueux sur le plan environnemental, vertueux sur le plan énergétique, puisque 30%, de gros investissements aussi. 30% de production supplémentaire, la restitution à l'environnement de la vallée, et puis de l'investissement, c'est près de 500 millions d'investissements. Ça nécessite, et ça a été obtenu parce qu'on a su reconduire la concession arrivée à échéance avec sous condition de travaux. On peut le faire dans plein d'ouvrages. Et on n'a pas aujourd'hui le courage suffisant. On a mené la bataille pendant le mandat précédent. Il faut continuer à la mener. En tout cas, moi, je ne lâcherai pas sur ce sujet. Il y a du chemin, parce que Nicolas Hulot, il disait il y a quelque temps, oui, certes, il y a des marchés, mais ils ne sont pas ici. Le ministre de l'économie disait le marché de l'hydroélectrique
est largement saturé. Il peut rester ici ou là une ou deux possibilités, mais pas forcément de quoi faire tourner l'atelier grenoblois. Non, mais parce qu'il y a le développement qui est peut-être limité dans un certain nombre de secteurs, parce que c'est sûr qu'on ne va pas construire des barrages et des steppes de partout, mais il y a toute la maintenance. Et ce sont des ouvrages qui sont anciens et qui nécessitent évidemment une maintenance importante. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Et on a l'impression que les films se répètent. C'est à chaque fois le même schéma. Lorsqu'on vend une partie, on est à 50-50. Et puis finalement, le 50 qui n'est plus nous décide pour l'ensemble. Et on a déjà fait les erreurs. Il faut le dire, nous l'avons fait aussi. Nous l'avons fait aussi pendant le mandat précédent. On rappelle que c'est quand même sous les gouvernements de François Hollande. C'est pas parce que des erreurs ont été faites qu'il faut continuer à les faire. Et on a à chaque fois le même schéma qui conduit à un plan social 2 ans après. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut peut-être agir en amont. Même si nous l'avons fait, ce n'est pas pour ça qu'il faut continuer et pas le combattre. Allez, on va passer en revue quelques sujets d'actualité ou débats sur lesquels vous aurez à vous prononcer dans les semaines ou les mois à venir à l'Assemblée nationale. Les amendes pour les consommateurs de cannabis. Le gouvernement a pris sa décision cette semaine de contraventionnaliser la consommation de cannabis, qui était jusque-là un délit passible de poursuite judiciaire. Alors, c'est encore le fameux en même temps, puisque ces amendes pourront aussi être assorties de poursuites pénales. On parle d'amendes de 150 à 200 €. C'est loin d'être suffisant, selon Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ce qui me gêne, en fait, c'est que là, on est complètement dans la demi-mesure. Donc, on régule, grosso modo, le travail des policiers. C'est pas neutre, mais on est dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au trafic qui gangrène toutes les villes. On a un problème de santé publique, le record d'Europe des fumeurs de moins de 16 ans. C'est assez dramatique. Et en fait, on passe à côté de tout ça. Et on passe aussi à côté de l'image de la République, parce que laisser ces trafics se structurer et agir au grand jour, je crois que ça a atteint notre morale à tous, parce que ça atteint la capacité de faire respecter les lois de la République. Donc moi, j'appelle Macron à sortir de ce vieux monde pour se dire, voilà, comment on fait ? Posons des objectifs en matière de sécurité, en matière de santé publique, en matière d'image et de mobilisation des moyens de la République. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça, à juste avoir un débat entre les soi-disant laxistes et les soi-disant réacs ? Je crois on doit pouvoir partager des objectifs communs. Et si on se met autour de la table avec des objectifs communs, on peut penser qu'on arrivera à l'arrivée avec des solutions qui tiennent debout. Alors on va être méthodique, on va d'abord parler de la contraventionnalisation de la consommation, pour ou contre. L'objectif était de dégager le temps des policiers et de libérer un petit peu la justice. Oui, il faut d'abord rappeler en préambule que le cannabis, c'est quand même une drogue. Donc, il faut être vigilant aussi sur ce qu'on dessine. Bon, moi, je ne suis pas opposée à la dépénalisation telle qu'elle est proposée, qui va désengorger les tribunaux, qui, de toute façon, n'aboutissait pas à des condamnations très importantes. On a des exemples de pays où la dépénalisation a conduit à un retrait quand même de la criminalité et peut-être à un contrôle des substances. Donc je pense que ça peut aller dans le bon sens. Par contre, nous, on souhaite que ce soit accompagné de questions et de moyens forts mis sur la santé publique. Parce que l'accompagnement, la sortie de cette drogue doit être aussi une de nos priorités. Donc, en 2 phases, la dépénalisation, oui, mais accompagnée de mesures fortes et de moyens financiers. Il y a des tas d'associations qui travaillent en ce sens et qui, aujourd'hui, n'ont plus les moyens de fonctionner. Autre sujet, les 80 km/h sur les routes secondaires. Le Premier ministre juge cette mesure indispensable pour faire reculer la mortalité au volant. Selon lui, on pourrait sauver une vie par jour. Là encore, ça va concerner beaucoup les territoires ruraux. Oui, c'est ce qui a été beaucoup relevé dans l'hémicycle, parce que c'est pas en ville qu'on roule à 90 km/h, mais sur nos routes nationales. Alors, si on peut sauver une vie par jour... Là-dessus, tout le monde est d'accord. Voilà, on peut être que d'accord. Par contre, je ne suis pas persuadée que de réduire de 80 à 90 sauve une vie par jour. Mais, de 90 à 80 Oui, soit. Je pense qu'il faut aussi accompagner ça de mesures d'aménagement de sécurité sur les routes nationales, notamment la 85,
J'allais évidemment vous parler de la 85 que vous empruntez tous les jours. Je pense que c'est accidentogène dans un certain nombre de cas parce qu'on n'a pas des aménagements, des voies de dépassement telles qu'on les demande depuis des années. Mais on ne pourra plus dépasser. Si on roule à 80 km/h, on roulera aussi vite que les camions. Il y a toujours des gens qui roulent à 60. Mais on a un gros dossier d'aménagement qui est là depuis 10 ans, où on a les financements qui étaient de 4 millions d'euros. Et d'année en année, on traîne, on avance, on refait des études. D'année en année, on prend 1 million par an de plus et 1 an de plus à l'échéance. Donc là, nous allons peut-être enfin pouvoir démarrer en 2019 un chantier qui coûtait 3,5 millions il y a 7 ans quand j'ai été élue et qui coûte aujourd'hui 8 à 9 millions. Déjà, il faut trouver le delta et ça ne résoudra qu'une partie. Et pourquoi on attend ? Pourquoi ces budgets ne sont pas utilisés ? Puisqu'on le sait que sur la Nationale 85, Grenoble-Gap, pour faire simple, il y a urgence. Il y a surtout urgence parce qu'entre Corps et la Mure, on ne peut pas doubler. On n'a aucun créneau de dépassement. Donc ça provoque des comportements accidentogènes parce que les conducteurs, et là je ne soutiens pas forcément leur conduite, mais sont excédés derrière les camions ou les camping-cars l'été et finissent par doubler n'importe où. Donc il faut en parallèle, comme pour le cannabis, oui, peut-être pour cette mesure, mais accompagné d'un vrai plan d'aménagement de sécurité sur les routes. Et puis peut-être que la sanction par le radar doit se faire à des endroits pertinents, c'est-à-dire pas forcément rémunérateurs, mais à l'endroit où il y a le vrai danger, ce qui n'est pas toujours le cas, et j'ai des tas d'exemples. Enfin, ce qui est amusant, c'est qu'hier, c'était vos amis qui étaient dans la majorité, et c'est eux qui ont installé les radars. Donc, mais c'est pas parce qu'on est dans la majorité qu'on doit être d'accord sur tout. Et j'ai montré que je n'ai pas été d'accord sur tout. Et c'est ce que je demande déjà à mes collègues aujourd'hui, de n'être pas toujours d'accord sur tout s'ils veulent défendre la montagne. Puisqu'on parle de déplacement, un mot sur les manifestations régulières du collectif qui défend la ligne SNCF Grenoble-Gap. La ligne qui est menacée parce qu'elle nécessite des travaux de sécurisation, des travaux lourds. La SNCF parle de 50 millions d'euros nécessaires. Les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes ne veulent pas mettre la main à la poche et disent que c'est de la compétence régionale. Qu'est-ce qu'on fait ? Là aussi, on parle d'aménagement du territoire. Oui. C'est effectivement de l'aménagement du territoire et c'est une partie du territoire qui est délaissée en matière de mobilité. Alors, j'ai été au dernier rassemblement à Veynes, donc pour évidemment contribuer à cette démarche et soutenir cette démarche. Je crois qu'on a peut-être l'opportunité dans la loi mobilité de pouvoir inscrire ces crédits pour aménager cette ligne parce qu'elle est utile. Elle est utile parce que, on le disait tout à l'heure, le 80 km/h, l'augmentation des prix des carburants, fait que de plus en plus de gens recherchent à avoir des modes de transport d'abord plus propres et moins coûteux. Donc aujourd'hui, cette ligne, elle n'est pas fiable, donc ce qui conduit les gens évidemment à choisir une autre solution par défaut. Il faut absolument qu'on conforte, qu'on y assure de la fiabilité et qu'elle devienne une ligne régulière. Et qui paye ? Qui paye ? L'État doit aussi payer pour l'équité sur les territoires et l'aménagement du territoire. Allez, il nous reste 2 minutes. J'aimerais quand même pas vous laisser partir sans évoquer l'avenir du Parti socialiste. On le disait, une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, c'est pas beaucoup. Comment vous le voyez, l'avenir du PS ? Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, remarque. Écoutez, on est passé de plus de 300 parlementaires à 30. Le seul avantage, c'est qu'on s'entend très bien dans notre groupe et on parle de fond. Ce qui est beaucoup plus simple dans un petit groupe que dans un grand groupe. L'avenir du PS, je crois qu'il faut tirer les leçons de ce que nous ont dit les électeurs, que le mode de fonctionnement des anciens partis, ils n'en veulent plus. Il faut savoir faire son autocritique et faire des propositions de lignes et de modes de fonctionnement différents, qui soient plus ouverts par l'extérieur. Bon, moi, je suis peut-être pas la mieux placée pour parler de ce qui s'est passé avant dans le parti, puisque je suis très récente dans ce parti. J'ai été élue en 2010 et je n'étais pas au Parti socialiste, donc j'y suis rentrée qu'après. Donc je n'ai pas cette histoire de ce parti, mais néanmoins, je pense qu'il est utile et qu'il faut qu'il existe aujourd'hui dans une assemblée, on le voit bien,
où on a d'une part les excès réguliers de la France insoumise et puis un président de la République qui mène quand même une politique depuis le début plutôt libérale et plutôt axée sur la droite. Donc je crois que ce parti est utile et que les gens attendent qu'on ait des positions de gauche, qu'on ait des positions claires et surtout une organisation un peu différente. Mais comment est-ce qu'on réconcilie les frondeurs d'hier avec la ligne plus social-libérale ? Eh bien, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de ce congrès. Et si on ne réussit pas à ça, eh bien, je pense que ce sera un peu perdu. Ça pourra être pire. Ça pourrait être pire. Le congrès, ce sera début avril, hein, je crois. Il y a aujourd'hui 5 candidats en lice pour prendre la tête du Parti socialiste. Vous avez déjà fait votre choix ? Non, je n'ai pas fait mon choix à ce stade. Nous avons les 5 candidatures, dont 4 qui sont de... Alors on a Luc Carvounas, proche de Manuel Valls, Stéphane Le Foll, proche de François Hollande, Olivier Faure, proche de Jean-Marc Ayrault, on va dire, Delphine Batho, que vous avez reçu en début de semaine, proche de Ségolène Royal, et Emmanuel Morel, qui est plutôt dans la ligne Arnaud Montebourg. Vous avez fait des éliminations ? Je pose ma question différemment. On fait toujours des éliminations. Après, on a notre président de groupe qui a assuré depuis le début du mandat... Olivier Faure. Qui a rassemblé... notre groupe et puis qui le conduit d'une manière tout à fait convenable. Moi, j'ai des affinités particulières avec Delphine Batho, puisque nous avons travaillé beaucoup ensemble sur les questions d'énergie. Ils ont tous des qualités, mais je ne suis pas sûre que ce soit la personne qui est la plus importante dans ce congrès. Ça va être vraiment la ligne et la méthode de travail. Allez, on reparle dans un instant dans le bonus, le supplément du Récap Info de l'avenir du Parti Socialiste avec Marie-Noëlle Battistel. Merci encore d'avoir été avec nous, Madame la députée. On se retrouve tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le bonus et ici la semaine prochaine avec un nouvel invité.